Un homme, une tribu, une population entière peuvent, dit M. de Quatrefages, changer en quelques années d'état social, de langue, de religion, etc. Ils ne modifieront pas pour cela leur caractère physique extérieur ou anatomique. Telle était aussi l'opinion de Broca en 1858, mais les faits ont parlé avec une telle éloquence que dans les derniers temps de sa belle carrière, il dut la modifier dans une notable proportion, sans pourtant renoncer aux généralisations a priori qui constituent le fond de toutes les théories anthropologiques. L'avenir prouvera d'une manière de plus en plus éclatante que ces deux savants se sont positivement trompés dans leur affirmation. Déjà, nous avons vu quelle induction l'on peut tirer de l'étude morphologique des anciennes races de l'Europe. Nous assistons actuellement encore à cette transformation progressive où on voit se modifier graduellement leur caractère physique et leurs formes anatomiques. Il ne faut pas, en effet, se faire illusion sur la beauté générale de la race blanche, en se tenant sur les boulevards de Paris, de Berlin, de Londres ou de Vienne, où l'on voit passer si souvent les plus beaux types de l'espèce humaine. Par un jeu naturel, et qu'on doit attribuer à la coquetterie propre à chaque civilisation, ce sont toujours les plus jolies ou les plus attrayantes d'entre les femmes, ainsi que les mieux conformées d'entre les hommes qui s'exhibent avec profusion dans ces grandes artères des villes européennes, cherchant toujours à voir et surtout à être vus, quand bien même ils ne seraient pas de vrais oisifs. À mesure qu'on s'éloigne de ces lieux tant fréquentés, où il s'accomplit une certaine sélection dans la circulation publique, on ne rencontre que des types de plus en plus laids. J'en ai fait l'observation positive, en me transportant au milieu des populations de chaque quartier, pendant ces fêtes foraines que Paris offre successivement et dans les centres les plus variés, dès les premiers jours de l'automne, jusqu'à ce que les rigueurs de la saison viennent mettre obstacle aux réunions en plein air. Dans la fête de l'avenue des Gobelins, par exemple, aux jours ouvrables de la semaine, on pouvait se promener le soir, au milieu d'une population de plus de 5000 âmes, sans rencontrer une beauté vraiment caractérisée. Partout, c'étaient des visages désharmonieux, des maintiens gauches et disgracieux. C'est à ce point que, sans les mêmes baraques qu'on avait déjà vues à la fête du Lion de Belfort ou ailleurs, sans cette gentille place de l'Italie avec ses belles avenues, on ne se croirait plus au milieu d'une population parisienne. Qu'on ne pense pas que j'ai vu les choses en homme noir, ne reconnaissant la beauté que sous une noire enveloppe. Je suis tout prêt à rendre hommage aux Vénus de la grande capitale, adorables et troublantes dans leur beauté exquise. Aucune femme de la terre ne possède autant qu'elle ce chic inimitable et cet art délicat de l'ajustement qui mettent tout leur être en relief. Mais il n'y a pas que des Vénus à Paris. Monsieur Charles Rochet, statuaire de talent dont la compétence est indiscutable en la matière et dont l'impartialité est hors de tout soupçon, a rencontré aussi ces types dont l'existence prouve que la beauté n'est pas un fait général dans la race blanche. Prenons par exemple une femme bien laide. J'en ai rencontré dans Paris même, dit-il. Nous faisons de l'histoire naturelle, et faisant de l'histoire naturelle avec l'homme, les observations sont assez difficiles. On ne peut avoir que celles qu'on a faites par hasard. On pourrait ajouter que ces rencontres de femmes laides dans Paris se vérifient si souvent que rien n'est plus facile à faire que l'observation dont parle le savant artiste. Mais que l'on quitte les capitales et qu'on pénètre dans les petits centres intérieurs. Le décor change à vue d'œil. La beauté des types disparaît de plus en plus. On les rencontre encore, çà et là, avec une rare perfection. Vrais bijoux destinés à faire l'orgueil et la passion de ces mêmes boulevards qui les attirent comme un aimant, pour en faire leur bouquet de séduisantes fleurs. Mais ces rares oiseaux émigrent bien vite des campagnes et vont chercher ailleurs l'atmosphère propre à leur rayonnement. Je sais que pour prouver que la beauté du type blanc est indépendante de son état de civilisation élevé, on mentionnera la beauté des races encore mal polissées, telles que les populations des principautés danubiennes et des confins de l'Europe sud-orientale, dont on a longtemps parlé avec tant d'enthousiasme. L'existence de très beaux types, répandus en profusion dans ces milieux où la culture intellectuelle et sociale n'a guère été développée, serait, sans nul doute, en contradiction formelle avec la théorie que je soutiens ici. Mais à mesure que l'on connaît mieux ces populations, on tente à revenir sur cette réputation exagérée que la fantaisie des ethnographes leur avait seule créée. L'erreur est provenue, en grande partie, de l'illusion causée par la fréquence des beautés qui peuplent les harems, réunions de géorgiennes, de circassiennes, d'albanaises ou de rouméliotes aux formes nonchalamment gracieuses, aux profils mignardement découpés. Cependant, là encore,
C'est la répétition du même phénomène que l'on constate sur les boulevards. C'est le résultat d'une sélection artificielle. Toutes les esclaves géorgiennes, albanaises ou circassiennes ne sont pas également belles. Ce sont les fleurs du panier qu'on choisit pour les plaisirs des sultans ou des pachas. Le reste va s'abrutir dans les rudes travaux de la main, et on ne sait plus à quelle race elles appartiennent. Maintenant que ces petits peuples ont des communications plus fréquentes avec le reste de l'Europe, on voit bien que parmi eux, la beauté sculpturale classique est plutôt l'exception que la règle. La même remarque peut être faite sur la nation grecque, si bien réputée pour la beauté de ses formes ethniques. Aujourd'hui que l'histoire est franchement entrée dans sa période de maturité, sous l'impulsion d'une critique éclairée et impartiale, on sait, à n'en plus douter, que tous les Grecs étaient loin d'avoir ce grand développement intellectuel qui brille dans Platon, Périclès et toute la belle pléiade d'hommes immortels qui ont illustré l'archipel hellénique, de la fin du VIe siècle jusqu'au commencement du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Les études anthropologiques ont constaté un fait curieux qui corrobore en ce sens et admirablement ma théorie. La majeure partie des plus anciens Grecs offrait l'aspect d'une race absolument dolicocéphale. Homère nous le prouverait tout seul dans l'image difforme et laide qu'il trace de Thersites. Mais, sans aller si loin, Ésope et Socrate nous fournissent une preuve évidente de la laideur de la race grecque primitive dont ils étaient sûrement la reproduction atavique. La laideur d'Ésope est proverbiale. Quant à Socrate, Xénophon, son disciple bien-aimé, a eu soin de faire savoir à la postérité qu'il avait les narines ouvertes, relevées et le nez camus. La coïncidence du plus haut développement intellectuel et moral que l'on puisse imaginer, eu égard à la différence des époques, et cette irrégularité des traits du visage si accusés dans Ésope et Socrate, n'a rien qui doive étonner, quand on connaît avec quelle bizarrerie se produisent ces faits d'atavisme que la science n'a commencé à étudier que depuis fort peu de temps. Chose curieuse, l'homme des temps modernes, qui avait le plus de ressemblance morale avec Socrate, en tenant toujours compte des temps, l'illustre et savant français que M. Pasteur a si heureusement caractérisé en l'appelant un saint laïque, tout comme on pourrait appeler Socrate un saint païen. L'éminent Littré offrait le même phénomène, de traits peu gracieux unis à la plus belle organisation intellectuelle et morale. De tels signes peuvent-ils nous tromper? Devons-nous fermer les yeux à la vérité pour suivre aveuglément les systèmes qui la contredisent? Jamais! Il faudra, malgré tout, proclamer la vérité. L'intelligence dont l'homme est doué, dirons-nous avec César Cantu, paraît capable de modifier l'encéphale et, par cet organe, les formes extérieures. Exercée dans les bornes légitimes, elle conduit à la beauté de la race blanche. Mais s'il en abuse ou la laisse engourdir, l'homme peut descendre jusqu'au Hottentot. Néanmoins, quoique abaissée à ce point, l'espèce ne perd ni sa nature, ni la possibilité de se relever. On a répété que les nègres sont le dernier degré de l'échelle. Eh bien, les voilà qui viennent de conquérir la liberté à Haïti, où ils ne la pratiquent pas plus mal qu'on ne le fait en Europe. La race abyssinienne est noire aussi, mais elle a des formes d'autant plus belles qu'elle est plus éclairée. Quand on rencontre de telles idées et qu'on se rappelle l'époque où elles furent émises pour la première fois, on est obligé d'admirer la spontanéité de l'esprit humain si vif et si pénétrant, toutes les fois que la passion ne l'aveugle pas. Cette corrélation du développement intellectuel et moral avec l'épanouissement de la beauté physique des races humaines sera, avant longtemps, une des plus belles lois que la biologie anthropologique aura à enregistrer dans ses principes. Elle s'explique scientifiquement par les théories de l'évolution et de la sélection sexuelle qui n'ont été formulées que par Herbert Spencer et Darwin. Pourtant, comme par une divination instinctive, l'intelligence des hommes s'en était vaguement pénétrée, bien avant qu'on pût en donner les raisons scientifiques. Il y a longtemps, en effet, que l'idée s'en est produite sous la forme d'un adage que tous les physiologistes ont dû trouver souverainement baroque, corpus cordis opus. Le secret est donc trouvé. Toutes les fois qu'on voudra transformer le physique d'une race d'hommes dont l'aspect repoussant et laid est un signe certain de sauvagerie ou de dépravation morale, on n'a qu'à cultiver son intellect, cultiver son cœur, en y faisant germer lentement, mais constamment, les nobles sentiments de générosité, d'enthousiasme et de dévouement héroïque, l'amour du travail, l'ambition de la science, et surtout, par-dessus tout, l'amour de la liberté, qui est en nous le plus vif foyer de la vie, enfantant la dignité,
le besoin d'initiative individuelle. Toutes choses sans lesquelles il ne saurait y avoir d'évolution, de progrès, d'amélioration d'aucune sorte. Monsieur Augustin réunit à ses avantages corporels des manières très élégantes que rehaussent naturellement sa grande stature. Il a une instruction fort au-dessus de la moyenne. À l'âge de 18 ans, il était déjà professeur d'histoire au lycée du Cap. J'ai été un de ses jeunes élèves et suis devenu plus tard un de ses meilleurs amis dans ce commerce affectueux qui naît souvent entre l'instituteur et ceux dont il a soin, quand on y trouve de part et d'autre une égale satisfaction. Toute la famille Edmond, originaire du Trou, offre des types remarquablement beaux. Un d'entre eux que j'ai bien connu, Augustin Edmond, avait une si belle figure et des formes si délicates et fines qu'on ne se lassait jamais de le voir. Encore bien que l'on fût habitué à cette beauté de l'homme noir qui dément si souvent les descriptions fantaisistes des ethnographes. En 1882, le général Henri Piquant, noir mais absolument beau de visage et de stature, se trouvait à Paris qu'il visitait pour la première fois. Partout où il passait, il attirait l'attention. Intelligent, ayant des manières distinguées, une démarche fière et un port chevaleresque, il pouvait bien figurer à côté de tous les types européens qui s'exhibent sur les boulevards, sans que sa peau noire fît nulle ombre aux formes plastiques qu'il avait si belles. Le général Piquant, qui pouvait rendre bien des services à son pays, est mort bien jeune. D'autres sont morts à côté et en face de lui, tout aussi dignes de regret, hélas, infandum. Triste résultat de la guerre civile, où poussent trop les uns, où courent trop les autres, dans le plus pénible aveuglement. On n'en finirait pas, s'il fallait continuer ces citations qui ne sont nullement des cas exceptionnels. Pour prouver mon assertion que dans toutes les couches de la population, il se rencontre des hommes noirs dont l'extérieur n'offre rien de repoussant, j'offrirai au lecteur le portrait d'un ancien soldat inculte et sans aucune éducation, devenu empereur d'Haïti par le jeu bizarre d'une malheureuse politique. C'est le général Soulouk. Tous ceux qui ne sont pas aussi prévenus et aussi ridiculement passionnés qu'un Gustave Dallot conviendront bien vite que la physionomie de ce monarque improvisé ne le cédait en rien à celle de la plupart des têtes couronnées que l'on a vues et qu'on peut encore voir en Europe ou ailleurs. Ne semble-t-il pas démontrer maintenant que la beauté comme l'intelligence se rencontrent dans toutes les races humaines ? Ne voit-on pas que là comme ailleurs, il n'existe que des gradations dont l'existence s'explique non par une hiérarchie native et organique, mais par l'action évolutive plus ou moins développée dans chaque race. On ne peut nier ces vérités, en se rappelant surtout qu'il ne s'agit pas ici d'une beauté de convention, mais de la vraie beauté qui réside en partie dans la régularité des traits extérieurs, mais encore plus dans l'expression bien caractérisée de la vie. La cause qui contribue trop souvent à troubler le jugement de ceux qui ne peuvent de se figurer un visage à la fois noir et beau provient de la confusion que l'on fait souvent entre la beauté sculpturale, consistant dans la pureté des lignes, et l'éclat qu'elle reçoit par la coloration picturale. La première seule est la source esthétique qui remue en nous tous les sentiments de l'idéal. La seconde n'est qu'un agrément précieux, mais absolument accessoire. Cependant, on ne peut nier que la couleur de l'Européen ne soit pas beaucoup plus apte que celle de l'Éthiopien à faire briller les traits d'une grande beauté. Bernardin de Saint-Pierre, dans ses Harmonies de la nature, a finement observé que le contraste existant entre les différentes couleurs et les différentes formes réunies dans le visage caucasique est le principal élément de sa beauté démesurément éclatante quand on la compare à celle de l'homme noir. Cette théorie se rapproche d'ailleurs du principe de différenciation imaginé beaucoup plus tard par Herbert Spencer. Il faut convenir des faits, car il n'y a pas de démonstration contre l'évidence. Mais dans le cas même de ce que nous pouvons appeler la beauté picturale, la couleur blanche du caucasien est-elle la plus belle que l'on puisse concevoir ? Je ne le crois nullement. Cette couleur belle entre toutes, je la trouverais de préférence dans celle du métis blanc et du noir dans celle du mulâtre. Je dis le mulâtre, mais il faudrait plutôt dire la mulâtresse. Le mulâtre, quand il est beau, a trop souvent des défauts qui neutralisent tout l'effet que pourrait produire sa personne. Avec des manières affectées ou efféminées, souvent étudiées ou prétentieuses, il offre rarement ensemble cet abandon, cette liberté et cette vigueur de mouvement qui sont l'idéal de la beauté mâle. C'est une remarque que l'on peut faire tant en Haïti que dans la Dominicanie et les colonies européennes, sans pourtant négliger les nombreux exemples qui font de brillantes exceptions à l'observation générale.
La perle de la race jaune issue du type blanc et du type africain, c'est bien la mulâtresse. Lui conservant dans toute leur intégrité la jeunesse du sang, la gracilité des formes et la fraîcheur veloutée de la peau qui font de la femme noire, cette créature dont Michelet parle avec un accent si nerveux, la nature embellit encore ces qualités vives de la mulâtresse, en y ajoutant cette belle couleur qu'on appelle jaune, mais qu'on trouverait difficilement sur la palette d'un peintre, fût-il un Titien. Celui qui contemple un beau lever de soleil dans les régions tropicales peut saisir furtivement ce jeu de lumière que l'aurore laisse glisser de ses doigts de rose, comme on dirait dans la langue d'Homère, et dont la nature a orné le visage de la mulâtresse, mais il l'est incapable d'en reproduire l'image chromatique. De même qu'en ce cas, la vitesse avec laquelle les vibrations des ondes lumineuses se communiquent à nos regards ne nous laisse point le temps de fixer dans notre esprit les traces de la sensation qui nous éblouit. De même, cette richesse de sang dont la circulation exubérante colore la joue de la superbe métisse nous fascine et nous charme par l'expression d'une vie plantureuse, sans qu'on puisse jamais se rendre compte de ces nuances légères et fugaces qui semblent se jouer de l'attention. Le comte de Gobineau, si prévenu contre le croisement des races, n'a pu s'empêcher de reconnaître cette beauté. Il est à remarquer, dit-il, que les mélanges les plus heureux, au point de vue de la beauté, sont ceux qui sont formés par l'hymen des blancs et des noirs. On n'a qu'à mettre en parallèle le charme souvent puissant des mulâtresses, des capresses et des carteronnes avec les produits des jaunes, race mongolique, et des blancs, comme les femmes russes et hongroises. La comparaison ne tourne pas à l'avantage de ces dernières, c'est. Cela soit dit de la mulâtresse et de la capresse, non de la carteronne parfois belle aussi, mais toujours d'une beauté fade, d'un tempérament atone, triste fleur dont la sève lente et paresseuse ne monte qu'avec peine jusqu'à sa corolle blême. Le charme captivant de la mulâtresse lui vient de la réunion complète de tous les éléments qui constituent les bases esthétiques de la beauté. Tout aussi pleine de vie que la noire, elle offre en outre ce contraste des couleurs dont l'absence nuit sans nul doute à l'éclat pictural de la beauté éthiopienne. Plus vive que la blanche, elle a comme elle l'avantage des teintes franchement différenciées, lesquelles mettent en relief toutes les formes du visage, d'aussi loin qu'on puisse les distinguer. Ce qui fait surtout d'elle une femme belle entre toutes, c'est qu'elle a toutes les qualités foncières de sa mère. Elle est intelligente et fière, mais tendre et douce, dévouée et soumise, elle se donne aussi tout entière, quand elle donne son cœur. Tout cela fait germer en elle des sentiments d'enthousiasme, d'amour et même d'héroïsme, qui reluisent dans ses grands yeux si aimants et se reflètent sur son front si pur, avec ce rayonnement qui est le signe caractéristique du beau.